quand un historien, je suis historien, quand un historien voit le mot mémoire, il est tout de suite intéressé, de la même façon que le collègue anthropologue de ce matin. Je sais, il est parti ou il est caché? Comment? Il est parti. Ce qui pose d'emblée la question de savoir si, je ne sais pas, beaucoup d'historiens, les professionnels de la profession, je dirais, s'offusquent lorsque des groupes qui ne sont pas vraiment académiques, labellisés, etc., se piquent de faire un peu de l'histoire, et tout de suite les historiens disent « Ouh là là, mais ce n'est pas de l'histoire, c'est de la mémoire ». Et donc il y a une sorte d'opposition, de préservation presque d'un précaré de la part des historiens universitaires. On a eu différentes pétitions, défense, liberté pour l'histoire, etc. à certaines époques. Et ce débat est récurrent chez nous dans notre profession, que cette opposition entre histoire et mémoire. L'histoire relèverait de la science, déboucherait sur l'exposition d'une vérité, voire d'une objectivité, alors que la mémoire, au contraire, serait une sorte de bricolage non autorisé par ceux qui autorisent la confection de l'histoire, un bricolage plus ou moins bien fondé qui aboutirait non pas sur l'expression d'une vérité historique, mais sur l'expression d'une fiction, voire de mythe, de mythologie, très fondée sur la passion, sur l'émotion également. Moi, j'ai une position beaucoup moins tranchée dans ce débat. Je pense que les historiens contribuent pour leur part aussi à la construction mémorielle et que cette opposition est assez biaisée à mon sens. Alors, ceci posé, j'y reviendrai peut-être dans ma conclusion. Moi, il me semble que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus entrecroisées. Et je vais revenir un petit instant sur ce qui fait le fondement de la discipline que l'on appelle l'histoire. L'histoire, c'est tout d'abord une méthode, c'est tout d'abord un intérêt pour des données du passé, mais un intérêt qui est fondé, oui, sur tout un protocole ou des protocoles d'analyse qui sont fondés sur l'expérience et fondés aussi sur une recherche d'objectivation maximale. Cette analyse et ce récit aboutit à des... Et ça, c'est vraiment le cœur, je dirais, de ce qui fait de l'histoire une science humaine et une science sociale, c'est l'usage de la citation référencée systématiquement. Nous renvoyons à la source sur laquelle se base le raisonnement, une référence très précise des documents qui, en principe, doit permettre à tout lecteur d'aller rechercher dans le document la petite phrase ou le mot qui est traité dans le récit qui est livré ensuite au lecteur. La discipline historique également présuppose en tout cas l'honnêteté vis-à-vis des documents, c'est-à-dire qu'on espère que l'historien, en tout cas professionnel, rend compte exactement, aussi précisément et aussi honnêtement que possible, y compris lorsque cela va à l'encontre de ses propres attendus ou opinions. On attend de lui qu'il restitue d'une façon honnête ce qu'il voit, ce qu'il lit, ce qu'il comprend dans les documents. Et donc tout ceci apporte une certaine vérité. Nous verrons que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que cela. J'ai parlé des documents sur lesquels s'appuie la méthode. Bon, alors ces documents, je dirais que ce qui différencie peut-être l'historien d'un certain nombre d'entre vous, c'est que l'historien a un rapport intime avec le document. Il le touche.
c'est pas à travers le clavier. Quoique maintenant, ça commence à se développer, mais l'essentiel du travail, jusqu'à maintenant, se passe dans des fonds d'archives. Archives d'État, archives communales, départementales, etc. Avec une prépondérance, jusqu'à nos jours, des archives que j'appelle, moi, d'un mot méchant, des archives de bureau, c'est-à-dire des archives produites par l'ensemble des administrations, quel que soit leur niveau de compétences. Donc ce sont les archives fournies par l'État, notamment le gouvernement, les assemblées dans notre système, les ministères évidemment, et puis tous les services qui sont liés. Et ça a produit effectivement au fil des siècles, puisque nous sommes un vieil État, c'est un État qui s'est structuré assez tôt et qui a produit beaucoup d'archives. Et ce sont des archives, donc des documents fiscaux par exemple, les compois, les cadastres, les matrices cadastrales pour parler des documents fiscaux. Ce sont les déclarations de revenus que vous avez faites il n'y a pas si longtemps, sur lesquelles on peut travailler également sur la longue durée. Mais ce sont aussi des documents qu'on pourrait rapprocher des questions de défense ou des questions militaires. Je pense par exemple au registre, au rôle, au contrôle de conscription, dans lesquels chaque Français, depuis plus de 2 siècles, est inscrit par classe d'âge. Tous les garçons, en tout cas, sont inscrits. Maintenant, ça a un petit peu changé avec la suspension du service militaire. Mais en tout cas, nous disposons depuis 2 siècles de ces documents sur lesquels il y a une foule de données, sur lesquelles d'ailleurs je reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a toutes les données d'état civil, par exemple. Vous avez une très grande richesse également dans les papiers notariés. Etc., etc. Et puis il y a, à mesure que l'État, notamment à partir du XVIIIe siècle, a commencé vraiment à se consolider et donc à développer ses services pour connaître ses ressources, parce que là aussi il y a des intentions derrière la production de tout cet ensemble de données et de statistiques. Il y a des statistiques ensuite qui voient le jour au cours du XIXe siècle et déjà au XVIIIe siècle, des enquêtes, des dénombrements, des recensements d'hommes, de ressources, d'animaux, de cheptels, de production, etc., etc. Et donc on dispose ici de données également sur la longue durée. Tout ceci donc nous permet à l'historien de produire un récit. Mais un récit toujours appuyé sur les sources. Et puis l'historien également, lorsqu'il produit ce récit, il discute, il échange, il argumente, ou même il confond en faux ses collègues, c'est-à-dire qu'il y a un débat qui s'organise au sein du récit à travers les petites notes de bas de page et les petites gentillesses qui sont glissées à droite et à gauche, à la fois en positif et en négatif. C'est le fonctionnement du champ scientifique qu'on appelle le champ historique. C'est le fonctionnement normal, je pense d'ailleurs, de tous les champs scientifiques. Toute production est aussi une discussion de ce qui a été produit avant, ce qui est produit par les collègues, etc. Je noterai également que on note chez beaucoup d'historiens une forme de fétichisme, d'attachement particulier, peut-être par manque d'imagination, aux archives ministérielles notamment. La plupart des travaux de l'historiographie, notamment en France, sont produits à partir de l'étude de la documentation produite par les ministères. Sauf lorsque vous avez des gens qui font des monographies locales, auquel cas on descend d'un niveau, mais c'est toujours de l'archive qui est produite par une administration. J'ai cité tout à l'heure les registres matricules de l'armée. Je voudrais juste dire en quelques mots la richesse en termes de données sociologiques que recèle cette source, puisque nous avons dans ces documents
notamment à partir de 1872 et jusqu'à la Grande Guerre et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, nous avons un ensemble de données d'état civil sur tous les hommes de la nation, y compris ceux qui seront réformés pour l'armée ou la guerre éventuelle. Et ensuite, vous avez le déroulé de toute leur carrière militaire, c'est-à-dire pas simplement le moment de leur service militaire ou de leur service armé en guerre, mais aussi pendant tout le moment où ils peuvent être appelés, y compris en période de réserve, lorsqu'ils ont à peu près jusqu'à, je crois, c'est 45 ans, la dernière limite. Donc au-delà de 45 ans, vous pouvez échapper éventuellement, quoique tout ceci peut être revu du jour au lendemain lorsqu'on a besoin. Mais ce sont des données extrêmement riches, mais ce sont des données qui ont été produites, qui ont été commanditées avec une intention. Et cette intention, l'historien ne peut pas l'esquiver. Il doit la questionner, il doit la prendre en compte. L'intention qui a générer la production de ce document formidable aujourd'hui pour faire de l'histoire sociale d'une partie de la population, de la population masculine en tout cas de la France, c'est un document qui a un objectif, celui de recenser et de savoir quelles sont les ressources sur lesquelles l'État, en prévision de tel ou tel conflit avec tel ou tel adversaire, sur quelles ressources humaines et de chair à canon, il pourra disposer. Ceci dit, plusieurs éléments, me semble-t-il, viennent un petit peu troubler cette présentation un petit peu idyllique du travail de l'historien. En fait, notre vie est un petit peu plus compliquée, car nous devons aussi interroger les sources elles-mêmes. Alors j'ai dit un petit mot de l'intention de ceux qui avaient créé les registres de matricules, mais cette question-là, elle se pose pour tous les types de documents, pour tous les types de données. On ne peut pas faire d'histoire militaire sans questionner également les créateurs des sources qui vont nous permettre de faire cette histoire militaire ou d'histoire de l'État. Il y a un deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est que les sources administratives nous fournissent une grille de lecture, témoignent d'un certain nombre de phénomènes, mais comme cela répond toujours à l'intention de l'administration, pour l'essentiel, il y a des éléments qui intéressent l'administration, il y a plein d'éléments qui n'intéressent pas l'administration, et donc cela échappe en partie au radar de l'administration, et donc potentiellement au radar des historiens qui ne travaillent que sur des sources administratives. Et donc on se demande comment on peut faire à ce moment-là l'histoire de ceux qui sont muets, qui n'apparaissent pas, qui sont invisibles dans les sources. Et il y a beaucoup d'invisibilité dans les sources. Et comment faire l'histoire des gens ordinaires ? C'est sûr que celui qui fera l'histoire d'Emmanuel Macron aura une pléthore de sources à sa disposition. Celui qui fera mon histoire, il en aura déjà beaucoup moins. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la production de sources n'est pas égale pour tout le monde. Il y a des gens qui produisent davantage de données sur eux-mêmes et leur activité, leur action, durant toute leur vie, que d'autres. Moi, je le vois nettement moi, je travaille notamment sur la Première Guerre mondiale et j'essaye d'expliquer pourquoi les gens sont partis à la guerre, pourquoi ils y sont restés, etc. Et j'essaye de montrer en quoi le sentiment patriotique ne suffit pas à comprendre pourquoi les gens sont partis à ce point-là et pourquoi ils sont restés si tard à la guerre. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les archives administratives ne permettent pas d'aller au-delà de l'explication par le sentiment patriotique. Et là, il faut recourir donc
à d'autres sources. Il faut presque les inventer. Alors j'exagère parce qu'elles existent déjà. En fait, il faut les inventer en tant qu'archives. En fait, elles sont chez chacun d'entre vous. Je dis vous parce que moi je n'en ai pas sur la guerre de 14, mais dans les armoires, dans les greniers, dans les coffres des familles, il y a encore énormément de documentation primaire, familiale, locale, qui sont inexploitées, qui sont sorties complètement des radars des historiens jusqu'à maintenant, en tout cas de ceux qui ont écrit sur la Première Guerre mondiale. Et cela permet d'interroger autrement un phénomène sur lequel on croyait avoir tout dit, la mobilisation d'août 1914. Voilà. Un troisième élément qui introduit du trouble dans notre discipline, si je puis dire, c'est celle qui se pose en termes de relations, de rapports entre les historiens qui, pour beaucoup, s'attachent à faire le récit des grandes œuvres, des grandes heures, des grands personnages, etc., de ceux qui produisent de l'archive, précisément, qui laissent beaucoup de traces, y compris monumentales, y compris par l'architecture, etc., ou l'ouverture d'un musée avec une pyramide, ou etc., etc. Et donc, ça pose la question du positionnement, cette fois proprement, quasiment, je dirais, idéologique ou politique vis-à-vis des pouvoirs, pas simplement du pouvoir, mais l'historien doit aussi se questionner. Il écrit pourquoi ? Il écrit pour qui ? Il écrit pour faire quoi ? C'est une question qu'on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de main. Je pense que c'est même un problème lorsque les historiens ne se posent pas cette question-là, car on n'écrit pas depuis la Lune. On n'est pas isolé du monde, on n'est pas isolé de la société, et nous avons, chacun d'entre nous, nous écrivons à partir de ce que nous sommes, à partir de ce qui nous a construit, et pas simplement nos études universitaires. Je veux parler de notre bagage familial, notre héritage familial. Il y a des drames dans les familles, et tout cela nous charge d'une certaine manière, et cela doit être également éclairé, doit être clair lorsque l'historien aborde une question. Il doit se mettre au clair avec lui-même afin d'essayer de mettre à distance son moi social par rapport à son moi, on pourrait dire historien ou scientifique. Voilà. C'est pas évident. Et tout le monde, c'est un vrai combat, ça, de faire admettre aux historiens que s'ils écrivent comme ils écrivent, c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont, et qu'ils sont les fils de ceux qui étaient leurs pères. Et puis, il y a le rapport aussi avec les récits. Cette fois, je reviens un petit peu à ma question du départ, entre histoire et mémoire. Comment on se positionne par rapport aux récits communautaires et donc au récit mémoriel. Il y a une concurrence entre les producteurs de récits. Les historiens, très longtemps, ont été les seuls à produire un récit publicisé. Aujourd'hui, c'est marché ouvert. Tout le monde est à même de produire un récit sur la bataille d'Alésia ou la bataille de la Marne ou celle de Verdun. Et donc, il y a une vraie compétition. Donc il y a la tentation du repli chez les historiens pour protéger un petit peu leur reconnaissance, leur niveau d'expertise, etc. Mais on voit de plus en plus, et là pour le coup les nouvelles technologies accélèrent le bruit de cette compétition, puisqu'il est possible à des groupes très, très minoritaires de faire beaucoup plus de bruit qu'un historien qui aura passé 10 ans sur des documents au Mont-Saint-Michel. Vous imaginez le temps, c'est celui-là. Enfin, et donc ça, c'est une question également qui se pose en termes de positionnement, parce que si je prends mon cas personnel, moi je travaille sur, donc je vous l'ai dit, sur la question du patriotisme, de la mobilisation, etc., sur les sociétés en guerre. Eh bien, je suis souvent sollicité par des groupes mémoriels
du genre les groupes qui veulent la réhabilitation massive et globale de tous les fusillés, pour l'exemple. Vous voyez, parce que je ne mets pas en cause le patriotisme, mais j'ouvre une petite brèche en disant le patriotisme, ça ne suffit pas à expliquer. Alors on se dit, oui, voilà, il y en a un là qui met en cause le patriotisme. Et donc, on vient me solliciter de la même façon. Tous les 11 novembre, je reçois une invitation à participer à une cérémonie avec les libres penseurs d'Aniane, etc. Donc voilà, on est aussi au milieu de ces différents jeux de rôles et de pouvoirs, ce qui est un petit problème. Pour terminer, je ne sais pas du tout où j'en suis du temps, mais enfin, j'ai une dernière question tout de même à poser, parce que pour retomber un petit peu sur les pieds, je dirais, de la journée, quand on voit ce qu'on voit, on se dit, mais que sera le travail de l'historien dans 1 ou 2 siècles ? Heureusement, je ne serai pas là pour le voir et le déplorer. Mais il y a quand même plusieurs questions qui se posent en fonction, par rapport à ce que je viens de dire. Il y a la question de la traçabilité des données. Vous avez compris qu'il est très important pour l'historien de savoir d'où vient la donnée, pourquoi elle a été produite sous la forme selon laquelle elle a été produite, quels ont été les commanditaires de la donnée et de ce format de production de la donnée. Est-ce que les données qu'on est en train de produire, de moissonner, de récolter, d'emmagasiner, d'amalgamer, etc., est-ce que l'historien pourra continuer effectivement à faire son travail ? C'est une vraie question. C'est, oui, l'origine, les commanditaires, les intentions, la hiérarchie également entre les types de données. Hein ? Est-ce qu'avec l'amalgame des données, le chercheur en sciences sociales, après tout, ça ne va pas se poser uniquement que pour l'historien, ça va se poser pour le sociologue, pour l'ethnologue, etc., le philosophe, le politiste, enfin tous les chercheurs en sciences sociales, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir tirer de ces méga-bases de données dont on aura beaucoup de mal à savoir d'où ça vient, par qui ça vient, dans quel but ça a été produit, etc. Et donc, c'est une vraie inquiétude. C'est une vraie inquiétude, et ça me renforce dans l'idée que non seulement les historiens, mais tous les chercheurs en sciences sociales doivent absolument affronter ce défi qui nous est posé. Peut-être c'est déjà trop tard, ça va très vite en effet, mais je pense que tant qu'on est vivant, il faut qu'on essaye d'interroger, de questionner, de mettre en crise cette accélération de la production de données à tout va, comme si la donnée elle-même était un objet inerte, neutre, objectif. Ce n'est pas le cas, et donc ça pose des problèmes évidemment sans fin, y compris des problèmes, des questions politiques, parce que la production d'une donnée, c'est aussi un geste politique, ce n'est pas qu'un geste culturel, hein, même si les archives dépendent du ministère de la Culture, c'est bien un geste politique que de décider de produire de la statistique, que de décider de la conserver, que de décider de la rendre accessible après tant d'années, etc., etc. Donc il faut repolitiser la question de la donnée, et je pense que de ce point de vue-là, l'expérience des chercheurs en sciences sociales peut apporter au moins un point de vue, voilà, pour vous bouleverser, si je puis dire. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou plutôt une confirmation ou une illustration. C'est une confirmation, je suis preneur. Un commentaire. Dernièrement, j'ai travaillé avec les archives nationales et j'ai appris que, alors les chiffres sont peut-être pas justes, mais c'est l'ordre de grandeur, que les archives de Gaulle faisaient à peu près 200 mètres linéaires d'archives et les archives Sarkozy 5 ou 6 kilomètres. Donc en termes juste de conservation... Et celles de Macron font déjà 20 km, figurez-vous. Voilà. Donc, et par rapport à ça, il y a une science qui émerge aujourd'hui, alors science entre guillemets, il faut encore discuter de ça, mais qui s'appelle la data science. C'est justement sur
quel type de réflexion on peut mener sur les data en tant que telles et quelle épistémologie on peut avoir. Dans ces réflexions, moi je voudrais peut-être mettre l'accent sur un des derniers mots que vous avez employé, qui est la notion de point de vue. Parce que parmi ces data sciences, certains défendent l'idée que le moins est le plus. C'est-à-dire que par rapport à la quantité de données, c'est souvent beaucoup plus intéressant de préciser un aspect, un point de vue des choses et de le creuser au maximum, plutôt que d'essayer de juste s'en référer à la statistique et à la masse de données. Et cette notion du point de vue, je pense que c'est peut-être là aussi où il y a un intérêt aujourd'hui qui peut émerger, qui est le point de vue justement pas du président de la République, mais le point de vue du citoyen. Et il y a peut-être énormément de travail à faire autour de justement l'histoire, le récit, et le point de vue de l'historien sur ces micro-histoires individuelles qui peut-être peuvent donner un reflet beaucoup plus critique et intéressant sur cette grande histoire. Je suis d'accord. Merci. Alors, sans confirmer votre caractère tragique de votre propos, mais c'est vrai qu'on est plutôt, on essaye de compenser ça, justement en faisant aussi de l'histoire des technologies, de comprendre, parce que la pérennité des supports, c'est déjà très inquiétant quand on fait des tests, ne serait-ce qu'avec des disquettes, avec ne serait-ce que des choses assez simples qu'on avait encore il y a quelques années. Pour les gens de notre labo ont beaucoup travaillé sur le CD-ROM interactif dans les années 90, chose qui ne peut même plus être consultée. Il n'y a que quelques artistes qui arrivent encore, artistes numériques, à essayer vraiment de conserver, de virtualiser leurs équipements, ne serait-ce que l'équipement pour pouvoir accéder à la donnée. Parce qu'effectivement, sinon, il y a ce risque. Moi, le risque le plus gros que j'observe, qui abonde dans votre sens, c'est le fait de ne plus pouvoir accéder aux données. Du fait déjà de la désuétude du matériel technique et de son évolution. Et au-delà de ça, c'est vrai que pourtant on pourrait, justement en qualifiant bien les dispositifs de collecte, parce que de construction, parce qu'on est d'accord sur le fait que la donnée n'est pas donnée, que c'est un construit à l'aide d'un dispositif de construction, d'un observatoire. Donc, c'est vrai que souvent, du point de vue épistémologique, je constate qu'en ingénierie, en sciences de l'ingénieur, moins en sciences humaines, même nous on essaye en sciences et techniques de l'appliquer aussi, mais on met de côté quand même toute cette partie matérielle et méthode dans le sens de comment est-ce qu'on a pu construire le dispositif d'élaboration de la donnée. Et c'est vrai que ça, ce sera un aspect assez intéressant, je pense même au projet Human at Home, de vraiment, aussi bien sur la sélection des caractéristiques techniques, sur l'agencement et les différents versionnings, de bien conserver toute cette historicité afin de pouvoir reproduire l'expérience. Parce que sinon, on quitte la dimension scientifique et on tend vers même si vous n'étiez pas d'accord avec ça, avec ce fameux bricolage de l'histoire, avec les techniques qu'on ne peut plus renouveler. Donc je pense que là, il y a peut-être une piste, justement, et le MIT le fait très bien. Ils ont déjà pas mal de chercheurs et d'historiens qui travaillent sur l'histoire des techniques et des technologies et des langages pour pouvoir essayer de déconstruire et afin de pouvoir remonter en arrière et puis valider la trace justement des données numériques qui peuvent être transformées assez rapidement. Donc là, il y a de l'innovation aussi à apporter, je pense. Oui, tout à fait. Mais c'est en collaboration. Il faut cesser de rester isolé. Je parle des historiens qui sont isolés et inversement de ceux qui inventent ces machines, etc. et ces techniques. Il faut absolument qu'on travaille ensemble. Sinon, ça va mal finir. Voilà. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a... Pour justement contre cet isolement, il y a aussi de nouvelles générations d'historiens qui émergent, qui sont les numériques natives et qui s'approprient ces outils-là et les prennent à bras-le-corps pour... même si c'est un peu caricatural, mais tout le travail autour des humanités numériques, etc., montre bien qu'il y a de nouveaux profils de chercheurs qui apparaissent, qui sont à la fois des très bons techniciens au niveau de l'informatique, mais aussi qui portent des réflexions d'historiens, de sociologues, d'anthropologues, et qui ne feront pas le choix entre l'un ou l'autre, mais essayent justement de s'enrichir des deux approches, quoi. Oui, après, ça va soulever une autre question, c'est la question du cloisonnement institutionnel entre les sections CNU, entre les différentes disciplines enseignées à l'université et pas dans une autre, etc. etc. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire qu'on est ici à
à l'orée d'un croisement interdisciplinaire très riche, mais c'est dur de franchir le pas quand même, hein, et c'est très coûteux pour les jeunes chercheurs notamment. Voilà. Merci. On arrête ? Ok. Merci encore. T'avais une question ? Ah. Je suis loin de votre domaine, mais je me pose juste une question. Vous êtes, pardon, de quel domaine ? Informatique. Non, c'est pas grave. Donc, effectivement, vous avez dit ce qui est intéressant et que moi je reconnais, c'est que la méthode des historiens est basée sur un protocole et sur un protocole qui a comme objectif l'objectivation. Est-ce que ça veut dire que vous craignez à l'heure actuelle que les collectes de données qui sont relatives à l'histoire d'un pays, d'une nation, du monde, ne sont plus du tout objectivables? Je pense que c'est un risque. Je n'en ai pas la preuve. Je dis qu'il faut se poser la question maintenant. Et j'introduirai juste un petit bémol dans ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure concernant l'objectivité de l'historien. Je n'y crois pas. Et alors, à qui doit-on se fier si même les historiens ne sont plus objectifs? À son sens critique. Alors, je pense qu'il faut, tout d'abord, il ne faut pas se fier à un historien, mais à des historiens, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes à même de lire des gens de différentes obédiences et de croiser votre information et de complexifier votre connaissance d'un événement, d'un fait, d'un phénomène. L'objectivité de l'historien, j'y crois assez peu. Par contre, je revendique l'honnêteté vis-à-vis de la documentation. Mais là où il y a un biais et qui est inévitable, c'est dans la sélection de votre objet et de l'approche que vous allez suivre et de la documentation que vous allez utiliser. Si je veux effectivement démontrer le patriotisme, ce que j'aurais comme idée préconçue, d'ailleurs j'y ai cru pendant de nombreuses années, pour tout dire. J'y crois moins maintenant, je pense que c'est un ressort parmi d'autres, mais qu'il y a bien d'autres ressorts sociaux. Mais justement, ces ressorts sociaux, je ne les trouve pas à travers les registres matricules. Je vois des carrières, et ces carrières, elles sont sur la longue durée. Il y a pas, bien sûr, il y a des accidents, mais ce sont des accidents qui ne remettent pas du tout en cause ni la discipline, ni l'obéissance, ni le fait qu'on a pu faire la guerre pendant 4 ans et demi, se tuer à 1,4 million, etc., etc. En revanche, si vous voulez vous intéresser et essayer de complexifier cette approche de ce qu'on appelle le consentement ou la ténacité dans les tranchées, à ce moment-là, il faut aller chercher d'autres types de documents. Et donc, par la sélection de votre documentation, vous introduisez bien sûr un biais personnel évident, c'est-à-dire que ça veut dire d'emblée que vous ne vous contentez pas de la fameuse explication traditionnelle, officielle, qui est reprise de plus en plus, et toujours et à jamais, on dirait, dans les commémorations, hein, où on nous rebat encore les oreilles avec l'union sacrée, etc. À chaque fois qu'il y a un attentat, hop, union sacrée. Quand il y a Verdun, hop, union sacrée, etc., etc. Et vous allez voir pour le 11 novembre, ça va être formidable, à quel point on était fort quand on était tous unis, sauf que cette unité, eh bien, elle reposait aussi sur un système disciplinaire, sur un système d'État très efficace, dans le contrôle de la population et dans l'injonction, dans l'incitation à faire ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, voilà. Pour l'objectivité de l'historien, c'est un peu plus mitigé que cela. Voilà. C'est un mythe. Mais ceci dit, c'est encore enseigné par certains de mes collègues. Ça sera coupé, hein, on est d'accord. Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Oui, mais enfin, ils vont se reconnaître. Et est-ce que finalement, par rapport à cette question du problème de la traçabilité des nouvelles données ou de leur contextualisation qui semble beaucoup plus complexe dans cette explosion, ce bruit de données, est-ce que finalement ce ne sera pas plus un travail proche de l'archéologie que de l'histoire d'arriver à
à fouiller finalement dans ces masses de données, celles qui pourront permettre de faire émerger, j'allais dire, du savoir ou de la connaissance, mais justement avec la différence qu'il y a entre l'archéologie et l'histoire, c'est-à-dire ce rapport de parcellisation beaucoup plus important en termes de contexte, de traçabilité de la source finalement, parce que les archéologues ils sont face à beaucoup plus de trous, j'allais dire, et de voilà, enfin je dirais dans ce mouvement-là, est-ce qu'on peut pas À tout point de vue, oui. La question de la traçabilité, je pense que c'est une question qui est redoutable. En fait, je ne sais pas comment on peut faire face à ce qui est en train de s'amalgamer. Je ne sais pas. Mais j'avoue mon ignorance. Je ne suis pas informaticien. Sachez que je n'ai même pas de téléphone portable, que je sais à peine ouvrir ma boîte mail, que je la regarde très peu, aux grandes dames de mes collaborateurs. Mais voilà, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une vraie question, et c'est une question clé en tout cas, et pas simplement pour les historiens, mais pour tous ceux qui s'intéresseront à la description, à la compréhension du fonctionnement de nos sociétés. Je ne sais pas. Il faudrait voir aussi sur des bases de données particulières, voyons qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut en dire. Monsieur. Je voudrais rebondir sur un aspect que vous avez abordé et qui me semble aussi fondamental par rapport à toutes ces questions. Je voulais juste rebondir sur un aspect que vous avez abordé et qui me semble fondamental par rapport à toutes ces interrogations, c'est le débat et la compétence des sciences humaines pour mener le débat. C'est-à-dire que c'est peut-être que c'est aussi la transmission qui doit être effectuée. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous apprennent les sciences humaines? C'est justement à ne pas être d'accord et à débattre de façon pacifique autour de choses qui, a priori, n'ont pas beaucoup d'importance, mais qui créent au moins la condition du récit dont vous parliez tout à l'heure. Et ça, c'est une compétence qui, je pense, est fondamentale et a tendance à se perdre aussi. Et c'est peut-être bien plus grave que tout le reste. L'oubli du débat et de la contradiction, des conditions de ne pas être d'accord et de ne pas se fâcher pour ça, quoi. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que la dimension politique de ces questions est énorme. Et ça pose, oui, la question de notre démocratie aussi, de nos modes de fonctionnement et du mode de fonctionnement de la science en général. Science sans débat, c'est un problème, me semble-t-il. Voilà. Bon, peut-être conclure là-dessus, je crois. Hein? Allez, merci. Merci encore.